Yo, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire bon courage pour le confinement. Et je voulais aussi vous rappeler quelque chose que vous devez entendre 30 000 fois dans la journée. Restez à la maison. Stay at home. Reste chez toi pour une fois qu'on te dit de le faire. Fais-le. Do it! Just do it! Bref, comme on en a pour un petit moment, j'espère vous divertir quoi. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire que je vous prépare 2 storytime qui sortiront la semaine prochaine. À l'heure, j'espère, parce que moi et la ponctualité... Bref, sur ce, j'espère vous distraire et je vous laisse avec la dite vidéo. Et je vais commencer par la question rituelle. Tu connais Jean Marais ? Bon, en général, on peut dire que Jean-Alfred Villain Marais, dit Jean Marais, n'a pas eu une enfance... ouf. Pas très joyeuse quoi. Donc le dit Jean Marais naît en date du 11 décembre 1913 à Cherbourg. Il est officiellement le fils d'un vétérinaire et d'une Alsacienne. Mais pourquoi ai-je utilisé le mot officiellement, vous êtes sûrement en train de vous demander. Et je vous comprends. Mais attendez, ne soyez pas si impatients. Tout vient à point et qui s'attend. Donc bref, le ménage se brise quand Jean a 4 ans et avec sa mère et son frère, il va s'installer à Paris. Et c'est là où sa mère, Aline, se fait de plus en plus absente. Bon, pourquoi pas, elle a peut-être envie de refaire sa vie. Qui sait? Et Jean, pendant l'absence de sa mère, lui écrit de nombreuses lettres et c'est sa tante qui écrit l'adresse sur l'enveloppe. Mais pourquoi? Tout simplement parce que sa mère fait de nombreux séjours en prison parce qu'elle est kleptomane. Et si vous voyez pas ce que c'est la kleptomanie, allez questionner votre meilleur ami Google. Voilà, merci. Donc revenons sur son père officiel. Il faut savoir que Jean le reverra près de 40 ans plus tard et sa mère a dû lui lâcher un truc du genre « Mais es-tu bien sûr qu'il est vraiment ton père ? » Pourquoi? Et là, il lui annonce que non, son père c'est pas son père c'est son parrain, qui s'était présenté comme étant un oncle. Oupsie. En grandissant, il a fait ses études au lycée Condorcet dans le 9e arrondissement de Paris. Et pour la petite anecdote, ce lycée a vu passer de nombreuses personnalités en tant que professeur. Par exemple, en prof de philo, on pouvait retrouver Jean-Paul Sartre ou Jean Jaurès, mais également des élèves qui sont devenus des célébrités comme Marcel Proust, Serge Gainsbourg ou Louis de Funès. Ou encore un certain Jean Cocteau, dont je vous parlerai plus tard. Il a fait ses premiers pas dans le cinéma en tant que figurant dans un film de 1933. Et pour lui, clairement, c'est décidé, il veut faire du cinéma, le monde du spectacle l'attire. C'est pour ça qu'en 1937, il décide de tenter le concours d'entrée au conservatoire, qu'il échoue, et donc il va prendre des cours au théâtre de l'Atelier chez un metteur en scène du nom de Charles Dulin. En 1937, il auditionne également pour une pièce intitulée Oedipe Roi, et c'est là où il a rencontré celui avec lequel il partagera la majeure partie de sa vie, le dit Jean Cocteau. Et du coup, Cocteau lui donne le premier rôle dans la pièce. Évidemment. Pour la petite anecdote, il est rentré sur scène dans un costume uniquement fait de bandelettes, costume by Coco Chanel, qui était une des amies de Jean Cocteau. Et il faut savoir que le rôle de Jean Marais était muet, parce qu'il ne maîtrisait pas encore sa voix pour le théâtre. Et c'est là où il a dit bonjour à la cigarette, et que ça lui a permis de changer sa voix au risque de sa santé. Fumez tue les enfants, ne faites pas comme tonton Jean. En 1938, Jean Cocteau lui écrit rapidement une pièce qui lui permettra d'obtenir la reconnaissance de la profession, Parents terribles. Bon, ensuite arrive la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation de Paris par les Allemands. Et grâce aux pièces de théâtre, Jean Marais est un symbole de la résistance face à l'occupant. Donc il va vouloir monter plusieurs pièces, dont une signé Jean Cocteau, mais les représentations seront rapidement annulées. Il tente ensuite de mettre en scène Andromaque de Racine, mais là la pièce est aussitôt interdite. Et là, la libération de la capitale arrive. Et c'est en août 1944 qu'il décide du coup de se joindre au combat. Il rejoint quand même l'une des divisions du général Leclerc. Et en gros, son job consiste à ravitailler les chars en vivres et en essence, et de conduire des jeeps et des camions. Et le gouvernement a d'ailleurs salué sa bravoure, parce que c'est l'un des seuls conducteurs à rester au volant pendant un bombardement. Il a continué à servir sous le drapeau tricolore jusqu'en 1945. Ensuite, il va se tourner de plus en plus vers le cinéma et c'est Jean Cocteau qui va lui écrire un film, La Belle et la Bête. Et grâce à ce film, Jean Marais entre dans la légende. Alors si vous voulez le voir, à votre aise, mais ça n'a rien à voir avec le dessin animé. Et suite à ça, il enchaîne les tournages. En 1946, Jean Cocteau lui propose un rôle dans le film L'Aigle à 2 têtes. En 1952, il entre brièvement
à l'Académie française, où il est comédien, metteur en scène et décorateur. Et j'ai utilisé le mot brièvement tout simplement parce qu'il n'est pas resté car il a eu une altercation avec l'administrateur de la Comédie Française. En 1954, l'année du succès, on lui propose le rôle principal dans Le Comte de Monte Cristo, tiré du célèbre livre d'Alexandre Dumas. En 1959, André Hunebelle lui propose de tourner avec André Rimbaud, aka Bourvil, dans un film intitulé Le Bossu, film de mon enfance. Après ce succès, il enchaîne les films de KPDP, à savoir Le Capitaine avec Bourvil, Le Capitaine Fracasse ou Le Masque de Fer. Le triomphe est encore au rendez-vous quand il est appelé à jouer dans la trilogie des Fantomas, où il joue un double rôle, celui du journaliste Fandor et de Fantomas. Et dans cette trilogie, il fait également ses propres cascades. En 1973, André Hunebelle l'appelle pour une dernière collaboration pour jouer dans la série Joseph Balsamo. Côté cœur, il a donc rencontré Jean Cocteau en 1937, et bah ils ont fini ensemble quoi. Mais en 1959, Jean Marais décide de casser avec Jean Cocteau pour se mettre en couple avec un danseur américain du nom de George Reich. Jean Cocteau meurt alors 4 ans plus tard. Mais bon, entre temps, Jean Marais a eu quelques crushs, dont un jeune acteur qui débute dans le théâtre et qui deviendra une légende dans le cinéma français. J'ai nommé Jean-Paul Belmondo. Oui, parce qu'à l'époque, ils ont travaillé tous les deux sur une pièce de théâtre. Et bon, Jean Marais l'a trouvé assez mignon. Donc, comme je vous l'ai dit, après avoir servi sous le drapeau tricolore, il se lance dans une carrière au cinéma. Donc Jean Cocteau lui écrit des films comme La Belle et la Bête, qui n'a rien à voir avec le dessin animé. En 1946, il joue dans L'Aigle de Tête. En 1949, il joue dans Orphée. En 1954, c'est le réalisateur Robert Vernet qui lui propose un rôle qui lui vaudra un prix dans Le Comte de Monte Cristo. Et franchement, si vous voulez voir ce film, déjà, faut savoir qu'il est en 2 parties. Et dans Le Comte de Monte Cristo, il y a clairement 2 personnages. Le premier étant le personnage de Jean Marais, le deuxième étant le karma. Mais bref, en 1959, André Hunebelle l'appelle pour jouer avec Bourvil dans Le Bossu. Et au vu du succès du film, il le rappellera l'année d'après pour jouer encore avec Bourvil dans Le Capitaine. Et encore un an plus tard, il jouera avec Philippe Noiret et Louis de Funès dans Le Capitaine Fracasse. Le Capitaine Fracasse qui est tiré du livre de Théophile Gautier. En 1964, c'est le début de la trilogie des Fantomas. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il interprète 2 rôles, celui du journaliste Fandor et de Fantomas himself. Et pour finir, en 1970, Jacques Demy lui propose un grand rôle dans son film Peau d'âne, aux côtés de Catherine Deneuve. Vers la fin de sa vie, il écrit quelques livres comme Mémoire, Histoire de ma vie qu'il publie en 1975. Il se met aussi à la sculpture et on peut en retrouver une à Montmartre, et franchement c'est assez, voire carrément stylé. Il passe les dernières années de sa vie à Valoris, commune dans les Alpes-Maritimes, aussi appelée la ville des potiers. Il faut dire que j'en ai vu masse des films avec lui pendant mon enfance. Du genre Le Comte de Monte Cristo, Joseph Balsamo, Napoléon, et si Versailles m'était compté, de Sacha Guitry. La trilogie des Fantomas, évidemment. Mais j'ai surtout regardé en boucle Le Capitaine. Mais bon, pour cette vidéo, je vais juste vous décrire le film de mon enfance, à savoir Le Bossu. Mais aussi Le Capitaine Fracasse, parce que franchement, ce film et le livre, je les aime de plus en plus. Donc commençons avec le film de 1959 que j'ai le plus regardé. Donc c'est un film tiré du livre de Paul Féval, Le Bossu, qui met en scène les aventures de Henri de Lagardère, et dans le film il est accompagné de Passepoil. Donc l'histoire se situe en 1701 sous le règne de Louis XIV. Donc on rencontre le dit chevalier de Lagardère qui prête main forte au duc de Nevers, qui est en train de se faire attaquer par des bandits. Et donc le duc a une botte secrète pour tuer ses ennemis, c'est une botte secrète qui finit par un coup d'épée entre les 2 yeux. Par la suite, le dit duc se rend au château de Caylus pour retrouver sa femme, Isabelle de Caylus, avec qui il s'est marié en secret, et avec qui il a une fille, Aurore de Nevers. Après avoir pris congé d'Isabelle, il retrouve Henri de Lagardère, mais que faites-vous là mon cher, qui lui apprend alors qu'un complot a été monté contre lui. Les 2 hommes se battent vaillamment, mais Lagardère assiste impuissant à la mort du duc. Et qui elle a assassiné? Son cousin, le prince de Gonzague. C'est le gros méchant de l'histoire, hein, le personnage cupide, avare et qui est amoureux d'Isabelle de Caylus. Sur les dernières paroles du duc de Nevers, Lagardère recueille sa fille, Aurore, et jure de le venger. Donc il décide de s'exiler en Espagne le temps que les choses s'apaisent et qu'Aurore puisse grandir. Et puis bon, vient un temps où faut peut-être rentrer à Paris. Et donc pour approcher le prince de Gonzague, Lagardère se déguise en bossu et prépare sa revanche. Alors spoiler alerte, son plan marche à merveille, et puis l'histoire se termine bien pour Aurore parce qu'elle retrouve sa mère, et pour Lagardère parce que lui et Aurore sont épris l'un de l'autre. En y réfléchissant, c'est un peu glauque parce qu'elle est quand même amoureuse de celui qui l'a élevée.
Mais passons, le deuxième film que je voulais vous présenter, c'est donc Le Capitaine Fracasse. Ce film qui est tiré du livre de Théophile Gautier du même titre. Donc on commence, on a un baron ruiné, le baron de Sigognac, qui un jour croise le chemin d'une troupe de comédiens. Sigognac tombe immédiatement sous le charme de celle qui joue l'ingénue, prénommée Isabelle. Et puis bon, poussé par les comédiens, il prend donc la place du poète défunt de la troupe. Mais pendant un hiver rigoureux, un acteur de la troupe, Matamor, meurt. Le baron de Sigognac, Philippe de son petit nom, propose de le remplacer et il se fait alors appeler le Capitaine Fracasse. Bien qu'il soit amoureux, Isabelle refuse la demande en mariage de Sigognac. Parce qu'elle a de l'ambition pour lui, elle veut quelqu'un qui l'aidera à refaire sa fortune. Et pas une comédienne que les gens accueilleront avec des murmures moqueurs. Mais bon, ok, why not? T'as dit non, pas de problème. Et c'est là qu'entre en scène le méchant de l'histoire, le duc de Vallombreuse. Le jeune duc est donc séduit par Isabelle, et le capitaine Fracasse, dit baron de Sigognac, va provoquer Vallombreuse en duel parce que celui-ci a osé toucher Isabelle. Excessif? Un peu. Vallombreuse vaincu, il envoie des hommes pour tuer Fracasse et enlever Isabelle. Mais du coup quoi, Isabelle elle est pas seule. Derrière il y a peut-être Sigognac, mais il y a toute la troupe de comédiens. Et du coup Sigognac et toute la troupe se jette à l'assaut du château où elle se retrouve prisonnière. Bon, Sigognac et Vallombreuse se battent encore une fois, mais là Vallombreuse est gravement blessée. Le père de Vallombreuse arrive, il reconnut en Isabelle sa fille qu'il aurait tue jadis avec une comédienne. Du coup, vu que Vallombreuse ne peut épouser sa sœur, plus rien ne s'oppose à l'union entre Sigognac et Isabelle. Bon voilà, j'espère que tu en auras appris un peu plus sur Jean Marais. Je te souhaite encore bon courage pour les jours de confinement. Et donc je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Ah oui, et n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, c'est gratuit. Allez, bisous!